Tu as passé trop de jours à avancer comme si le résultat de ta vie était encore en débat, comme si ta valeur devait encore être prouvée, comme si le succès était quelque chose que tu devais mériter à travers la souffrance, l'approbation ou la chance. Mais au fond de toi, tu as toujours su que c'était un mensonge. Les stoïciens nous ont appris que ce n'est pas la fortune qui nous gouverne, mais notre perception. Et au moment où tu décides d'arrêter d'attendre des signes, le bon moment où que quelqu'un te choisisse, c'est là que tu fais ton premier vrai pas vers la maîtrise. Parce qu'il existe une forme de puissance qui n'est pas bruyante mais inébranlable. Et elle commence au moment où tu agis non pas comme quelqu'un qui essaie de gagner, mais comme quelqu'un qui a déjà gagné dans l'esprit. Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie, la posture et les pratiques quotidiennes derrière cet état d'esprit. Pas l'excitation, pas l'arrogance, mais la certitude calme qui transforme ta réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Si cela résonne en toi, songe à t'abonner, pour la version de toi-même qui refuse de vivre en pause. Que cet espace soit celui où ta croissance n'est pas un accident, mais une décision. La plupart des gens vivent en attendant qu'un élément extérieur les choisisse, un signe, une personne. Un moment qui leur fait sentir que c'est enfin le bon moment pour agir. Ils donnent leur pouvoir au monde, puis se demandent pourquoi rien ne tourne en leur faveur. Mais si le monde n'était pas celui qui décidait, et s'il ne faisait que refléter la décision que tu as déjà prise, en silence, au plus profond de toi, il y a une vérité que nous n'aimons pas affronter, parce qu'elle supprime toutes les excuses. La réalité commence à se plier non pas quand tout semble juste, mais quand tu avances avec la certitude que ça l'est déjà. Ce genre de certitude n'a pas besoin d'applaudissements. N'attends pas le consensus. Ne s'arrête pas pour demander « Est-ce le bon moment ?» Elle avance comme si le chemin était déjà dégagé. Parce que dans l'esprit de celui qui a déjà décidé, il l'est. Il y a une raison pour laquelle les gens suivent ceux qui sont certains. Ce n'est pas une question de charisme, ni de contrôle, mais d'énergie, l'énergie indéniable de quelqu'un qui ne négocie plus avec l'hésitation. Ils ne perdent pas de temps à se demander s'ils ont leur place. Ils entrent comme si elle leur appartenait déjà. Et le monde, incertain de comment réagir, finit souvent par être d'accord. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Ce n'est pas juste une belle citation, c'est une manière de vivre. L'homme ou la femme qui a vraiment décidé ne recule pas face à la résistance. Ils ont déjà compté le prix, l'ont accepté et ont avancé malgré tout. Et parce qu'ils ne cherchent plus l'approbation, ils deviennent presque intouchables. Non pas invincibles, mais inébranlables. Quand ta décision est complète, le sol sous tes pieds devient stable, même si le monde autour de toi s'effondre. C'est la différence entre dériver et diriger. La plupart dérivent, ils testent le vent, vérifient la température, attendent que quelqu'un d'autre bouge d'abord. Mais celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre marche avec une boussole intérieure. Il a enterré le besoin de signes, de plans de sortie. Son énergie dit « Je suis déjà arrivé », même si l'extérieur n'a pas encore rattrapé. Et lentement, il le fait. Parce que les gens et les circonstances s'organisent souvent autour de l'énergie qu'on leur offre. Tu arrives à moitié engagé, tu obtiens des résultats à moitié. Tu arrives comme si tu avais déjà réussi. Et même l'échec devient une marche de plus. Carl Jung a dit, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui tu es vraiment. Ce devenir n'est pas accordé, il est revendiqué. Et il commence au moment où tu arrêtes d'attendre d'être choisi. Où tu cesses d'espérer que quelqu'un te donne ton moment. Et que tu commences à agir comme s'il t'avait toujours appartenu. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu as enfin décidé d'arrêter de te rétrécir autour de ton potentiel. Il y a quelque chose de magnétique chez celui qui a fini de débattre avec le doute. Sa simple présence parle plus fort que les mots. Elle rappelle aux autres ce qui est possible, même si cela les met mal à l'aise. Mais cet inconfort n'est pas ton problème. C'est le prix de la certitude. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à chercher l'approbation avant l'engagement. À poser des questions comme « Suis-je assez bon ? Est-ce réaliste ? Me comprendront-ils ?» Mais au moment où tu remplaces ces questions par des affirmations comme « Je vais, je suis, j'avance », tout change. Le but n'est pas de ne jamais douter, mais d'agir malgré le doute, de te tenir face à l'incertitude et dire « J'ai pris ma décision, et j'avance quand même ». C'est ce qui fait que le monde commence à te suivre. Pas ton talent, pas ta chance, mais ta décision. Parce que les gens reconnaissent quand l'énergie de quelqu'un ne vacille pas. Ils sentent quand tu t'es déjà choisi. Et souvent, ils te suivent non pas parce qu'ils croient en ta vision, mais parce qu'ils voient que toi, tu y crois tellement, si profondément, si complètement, que leur résistance devient sans importance. Ce n'est pas faire semblant d'être sans peur, c'est en avoir fini avec l'hésitation.
C'est dire, même si je tombe, je tomberai en avant. Même si je recule, je reviendrai plus fort. Et cet état d'esprit ne vient pas de la lecture des bons livres, ou en regardant les bonnes vidéos, cela vient d'une décision silencieuse prise dans un moment de vérité. Je ne vivrai plus jamais comme si perdre était une option. Cette décision est le premier domino. Tout le reste, la discipline, l'action, la croissance, les résultats s'alignent ensuite. Parce qu'une fois que tu as décidé pleinement, le reste ne devient plus qu'une question de temps, pas de possibilité. Il y aura de la résistance. Il y aura du bruit. Il y aura des jours où la décision semblera plus lourde que prévu. Mais si elle est réelle, si le choix a été fait non pas sous pression mais dans la clarté, alors aucun bruit ne te fera redevenir la personne qui avait encore besoin d'une permission pour agir. Les stoïciens nous rappellent que le caractère est le destin. Ce que tu es détermine ce qui arrive ensuite. Alors quand tu décides pleinement de qui tu es, le monde est forcé de réagir. Ce n'est pas un fantasme, c'est la réalité la plus profonde. Le monde obéit à celui qui a déjà décidé, car cette décision crée sa propre gravité. Le doute, lui, a toujours une raison d'attendre. Il cherche un peu plus de réassurance, un peu plus de certitude, un dernier signe que le chemin est sûr avant de faire un seul pas. Il pose des questions sans fin, mais n'en répond à aucune. Il tourne en rond, rejoignant des peurs déguisées en logique, répétant la même histoire sous des mots différents. Et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais? Et si j'avais tort? Et pendant que le doute parle, le temps s'échappe, l'élan s'efface. La fenêtre d'opportunité, autrefois grande ouverte, commence à se refermer. Non pas parce que la chance a disparu, mais parce que celui qui hésitait, lui, a disparu. La certitude, elle, ne demande pas de garantie. Elle n'attend pas que les conditions soient parfaites. Elle ne reste pas assise à demander la permission de croire. Elle agit, même quand c'est difficile, même quand il y a des risques, même quand le résultat n'est pas encore visible. Parce que la certitude ne naît pas d'une preuve extérieure, mais d'un choix intérieur. Quand quelqu'un décide d'avancer avec l'énergie de « je ne peux pas perdre », il ne revendique pas l'invincibilité, il revendique l'engagement. Il a simplement décidé que le prix de l'hésitation était trop élevé. Alors il avance, non pas parce qu'il a fait taire sa peur, mais parce qu'il a choisi de ne plus l'écouter. C'est là que réside la vraie différence. La personne guidée par le doute essaie d'éliminer la peur avant d'agir. Mais celle portée par la certitude, c'est que l'action elle-même affaiblit la peur. Quand tu continues d'avancer, la peur perd peu à peu son emprise. Pas d'un coup, mais souffle après souffle. Tu l'affames. Tu cesses de la nourrir avec ton attention. Et peu à peu, elle rétrécit. Elle devient un bruit de fond encore là, mais sans contrôle. Sénèque a dit un jour: nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et il avait raison. Parce que ce que nous imaginons pouvoir mal tourner devient souvent plus douloureux que tout ce qui arrive réellement. La plupart de nos échecs ne viennent pas des événements, mais de l'inaction, du fait de ne jamais avoir fait le premier pas. Tu n'as pas besoin d'être sans peur pour avancer avec puissance. Tu dois simplement arrêter d'attendre que la peur disparaisse. Car plus tu attends, plus elle grandit. Plus tu retardes, plus tu apprends à ton esprit à associer le risque à la fuite. Et bientôt, la fuite devient une habitude. Mais la certitude enseigne un autre schéma. Elle dit: cela ne se passera peut-être pas exactement comme prévu. Mais j'apprendrai, je m'adapterai. Et je ne m'arrêterai pas. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est de la sagesse alliée à la volonté. C'est la compréhension que la clarté suit souvent l'action, et non l'inverse. Carl Jung a écrit: ce que tu résistes persiste. Et quand tu résistes à l'action, quand tu restes bloqué sous le poids de l'indécision, tu donnes du pouvoir à ce que tu veux éviter. Tu rends la peur plus grande en la traitant comme une menace, au lieu d'une illusion. Parce que la peur, souvent, n'est pas l'ennemi. C'est l'écho d'une croyance qui n'a pas encore été défiée. Et tu la défies en agissant. En faisant précisément ce que ta peur te dit que tu ne peux pas faire. Tu n'attends pas que la peur disparaisse, tu traverses la peur. Et de l'autre côté, tu trouves quelque chose de plus fort. Des preuves. La preuve que tu as survécu, que tu as appris, que tu as grandi, et que tu en étais capable depuis le début. Quand tu agis comme si tu ne pouvais pas perdre, tu avances depuis le centre de ta propre décision, pas depuis les contours de l'opinion des autres, ou de tes pires scénarios imaginés. Tu ne cherches pas à prouver quelque chose au monde, tu te prouves quelque chose à toi-même, que tu es quelqu'un qui continue d'avancer, quelqu'un capable de marcher dans l'incertitude, et de construire la clarté à chaque pas, quelqu'un qui n'a pas besoin de savoir où mène toute la route, pour prendre le prochain tournant. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est le refus de rester figé. Le doute paralyse, la certitude libère.
Le doute rétrécit ton monde, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une liste de raisons de ne pas essayer. Mais la certitude l'élargit. Elle ouvre de nouvelles portes, non pas parce qu'elles étaient cachées, mais parce que tu avais trop peur de frapper. Et maintenant, tu le fais. Tu frappes, tu avances. Et quand tu le fais, tu découvres quelque chose de puissant. Le progrès ne vient pas de plans parfaits. Il vient du courage constant. C'est le battement de cœur de l'action. Non pas l'absence de peur, mais la présence du but. Le genre de but qui dit « Même si j'échoue, je me relèverai. Même si je tombe, j'avancerai encore. » C'est ce qui distingue ceux qui atteignent leur but, de ceux qui ne font que l'imaginer. Ceux qui avancent malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude, sont ceux qui grandissent, parce qu'ils ont cessé de négocier avec l'hésitation. Ils ont cessé d'attendre que le monde extérieur confirme ce qu'ils ont déjà décidé à l'intérieur. Alors si tu attendais le bon moment, le voici. Pas parce que les conditions sont parfaites, mais parce que ta certitude n'a pas besoin qu'elle le soit. Le doute continuera de demander encore plus de preuves, plus de temps, plus de sécurité. Mais tu sais déjà où mène ce chemin. Vers plus de la même chose. La certitude, elle, mène au mouvement. Et le mouvement est la seule chose qui change quoi que ce soit. Quand tu portes l'énergie de quelqu'un qui ne peut pas perdre, tu n'attends pas que le chemin se dégage. Tu avances, et tu le déblaies toi-même, pas à pas, avant que quelque chose ne devienne réel. Cela doit d'abord être imaginé. L'esprit ne poursuit pas ce qu'il ne peut pas voir. Et c'est là que la plupart des gens échouent en silence. Avant même d'avoir commencé. Ils n'ont pas bâti l'image. Ils n'ont pas créé le plan. Ils disent vouloir du changement, de la croissance, du succès, de la liberté. Mais quand on leur demande à quoi cela ressemble, leurs mots deviennent flous. Leur vision est vague, sans forme, sans poids. Et le subconscient, qui construit en silence l'arrière-plan de ta vie, ne répond pas au brouillard. Il répond à la forme. Avant qu'un pont soit construit, il est dessiné. Avant qu'un livre soit écrit, il est planifié. Avant qu'une vie soit transformée, une image claire doit prendre racine. Pas une image d'espoir, mais de certitude. Et cette image doit devenir plus familière que la vie que tu vis actuellement. Quand tu agis comme si tu ne pouvais pas perdre, tu ne fais pas semblant. Tu t'alignes sur une vision si profondément ancrée dans ton esprit, qu'elle commence à te tirer en avant, comme une gravité. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu commences simplement à vivre à l'intérieur de cette vision. Chaque geste, chaque choix, chaque réaction commence à refléter ce monde intérieur, même avant que le monde extérieur ne le reflète à son tour. C'est ainsi que l'avenir se construit, en marchant dedans avant que quiconque ne le voie. Pas en attendant, mais en décidant de voir avec clarté ce qui n'a pas encore pris forme. Et la clarté ne naît pas du hasard. Elle se construit par la répétition, par le détail, par l'engagement émotionnel. La vraie question n'est pas « le veux-tu ?» C'est « peux-tu le décrire ?» Peux-tu le voir les yeux fermés? En couleur, en mouvement, en profondeur? Peux-tu le sentir dans ta poitrine? Comme si c'était déjà à toi? Parce que si tu ne peux pas, l'esprit continuera à revenir vers ce qui est familier. Et ce qui est familier, c'est ce qui est actuel. Tes problèmes actuels, tes limites actuelles, ton passé actuel. Alors, à moins que tu ne crées quelque chose de plus fort, de plus vif, de plus pratiqué, ta réalité présente continuera à te ramener en arrière. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du monde intérieur. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées », ce qui signifie que la qualité de ta pensée ne façonne pas seulement tes choix, elle façonne ton essence. Ce que tu penses de manière répétée, tu le deviens. Et ce que tu visualises régulièrement, tu commences à l'incarner sans effort. Cela imprègne ta posture, ton langage, tes décisions. Ce n'est pas seulement de la psychologie. C'est une loi. La répétition mentale reprogramme ton cerveau. En faisant précisément ce que ta peur te dit que tu ne peux pas faire. Tu n'attends pas que la peur disparaisse, tu traverses la peur. Et de l'autre côté, tu trouves quelque chose de plus fort. Des preuves. La preuve que tu as survécu. Que tu as appris. Que tu as grandi. Et que tu en étais capable depuis le début. Quand tu agis comme si tu ne pouvais pas perdre, tu avances depuis le centre de ta propre décision. Pas depuis les contours de l'opinion des autres, ou de tes pires scénarios imaginés. Tu ne cherches pas à prouver quelque chose au monde. Tu te prouves quelque chose à toi-même. Que tu es quelqu'un qui continue d'avancer. Quelqu'un capable de marcher dans l'incertitude. Et de construire la clarté à chaque pas. Quelqu'un qui n'a pas besoin de savoir où mène toute la route. Pour prendre le prochain tournant. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est le refus de rester figé. Le doute paralyse.
La certitude libère. Le doute rétrécit ton monde, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une liste de raisons de ne pas essayer. Mais la certitude l'élargit. Elle ouvre de nouvelles portes, non pas parce qu'elles étaient cachées, mais parce que tu avais trop peur de frapper. Et maintenant, tu le fais. Tu frappes. Tu avances. Et quand tu le fais, tu découvres quelque chose de puissant. Le progrès ne vient pas de plans parfaits. Il vient du courage constant. C'est le battement de cœur de l'action. Non pas l'absence de peur, mais la présence du but. Le genre de but qui dit « Même si j'échoue, je me relèverai. Même si je tombe, j'avancerai encore. » C'est ce qui distingue ceux qui atteignent leur but, de ceux qui ne font que l'imaginer. Ceux qui avancent malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude, sont ceux qui grandissent, parce qu'ils ont cessé de négocier avec l'hésitation. Ils ont cessé d'attendre que le monde extérieur confirme ce qu'ils ont déjà décidé à l'intérieur. Alors si tu attendais le bon moment, le voici. Pas parce que les conditions sont parfaites, mais parce que ta certitude n'a pas besoin qu'elle le soit. Le doute continuera de demander encore plus de preuves, plus de temps, plus de sécurité. Mais tu sais déjà où mène ce chemin, vers plus de la même chose. La certitude, elle, mène au mouvement. Et le mouvement est la seule chose qui change quoi que ce soit. Quand tu portes l'énergie de quelqu'un qui ne peut pas perdre, tu n'attends pas que le chemin se dégage. Tu avances, et tu le déblaies toi-même, pas à pas, avant que quelque chose ne devienne réel. Cela doit d'abord être imaginé. L'esprit ne poursuit pas ce qu'il ne peut pas voir. Et c'est là que la plupart des gens échouent en silence. Avant même d'avoir commencé, ils n'ont pas bâti l'image. Ils n'ont pas créé le plan. Ils disent vouloir du changement, de la croissance, du succès, de la liberté. Mais quand on leur demande à quoi cela ressemble, leurs mots deviennent flous. Leur vision est vague, sans forme, sans poids. Et le subconscient, qui construit en silence l'arrière-plan de ta vie, ne répond pas au brouillard. Il répond à la forme. Avant qu'un pont soit construit, il est dessiné. Avant qu'un livre soit écrit, il est planifié. Avant qu'une vie soit transformée, une image claire doit prendre racine. Pas une image d'espoir, mais de certitude. Et cette image doit devenir plus familière que la vie que tu vis actuellement. Quand tu agis comme si tu ne pouvais pas perdre, tu ne fais pas semblant. Tu t'alignes sur une vision si profondément ancrée dans ton esprit qu'elle commence à te tirer en avant, comme une gravité. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu commences simplement à vivre à l'intérieur de cette vision. Chaque geste, chaque choix, chaque réaction commence à refléter ce monde intérieur, même avant que le monde extérieur ne le reflète à son tour. C'est ainsi que l'avenir se construit, en marchant dedans avant que quiconque ne le voie. Pas en attendant, mais en décidant de voir avec clarté ce qui n'a pas encore pris forme. Et la clarté ne naît pas du hasard. Elle se construit par la répétition, par le détail, par l'engagement émotionnel. La vraie question n'est pas « le veux-tu ?» C'est « peux-tu le décrire ?» Peux-tu le voir les yeux fermés? En couleur, en mouvement, en profondeur? Peux-tu le sentir dans ta poitrine? Comme si c'était déjà à toi. Parce que si tu ne peux pas, l'esprit continuera à revenir vers ce qui est familier. Et ce qui est familier, c'est ce qui est actuel. Tes problèmes actuels, tes limites actuelles, ton passé actuel. Alors, à moins que tu ne crées quelque chose de plus fort, de plus vif, de plus pratiqué, ta réalité présente continuera à te ramener en arrière. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du monde intérieur. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées », ce qui signifie que la qualité de ta pensée ne façonne pas seulement tes choix, elle façonne ton essence. Ce que tu penses de manière répétée, tu le deviens. Et ce que tu visualises régulièrement, tu commences à l'incarner sans effort. Cela imprègne ta posture, ton langage, tes décisions. Ce n'est pas seulement de la psychologie. C'est une loi. La répétition mentale reprogramme ton cerveau. La visualisation, lorsqu'elle est faite avec émotion, grave un nouveau standard dans le corps. Et une fois que ce standard est accepté, l'esprit commence à filtrer tout ce qui le contredit. Alors, au lieu de te demander si ton rêve est réaliste, commence par te demander s'il est assez réel dans ton propre esprit. Est-il assez clair pour que ton subconscient commence à s'en approcher? Est-il assez ancré pour que tes décisions s'alignent d'elles-mêmes, sans que tu aies besoin d'une motivation constante? Parce que la motivation s'épuise. Mais les images, elles, restent. Et si tu veux agir comme quelqu'un qui ne peut pas perdre, tu dois construire une vision que tu refuses de trahir. C'est cela qui fait changer tes habitudes. Pas la culpabilité, pas la pression, mais la fidélité envers la personne que tu es déjà devenue dans ton esprit. Carl Jung a dit,
Ta vision deviendra claire seulement lorsque tu pourras regarder dans ton propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce genre d'éveil n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. C'est un changement de perspective. Passer d'attendre que le monde te montre ce qui est possible, à montrer au monde ce que tu as déjà décidé qui t'appartient. C'est te réveiller chaque jour pour revoir ton image, la ressentir à nouveau, en renforcer les couleurs encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne te semble plus être une imagination, mais un souvenir. C'est à ce moment-là que ton énergie change. C'est là que les gens remarquent quelque chose de différent. Dans ta voix, ta démarche, ta présence. Ils ne comprendront peut-être pas, mais ils le ressentiront. Et le plus puissant, c'est que tu n'as pas besoin qu'ils la voient. Tu as seulement besoin de la voir toi-même. Assez clairement pour la garder vivante. Même quand personne d'autre ne la voit. Même quand rien à l'extérieur ne la confirme encore. Parce que la réalité met souvent du temps à refléter la nouvelle vérité de ton esprit. Mais elle finit toujours par le faire. D'abord lentement, subtilement, puis soudainement. Et quand cela arrive, ça ne ressemble jamais à une surprise. Ça ressemble à une reconnaissance, comme quelque chose que tu savais déjà être en chemin. Tu ne peux pas dépasser ton image mentale, mais tu peux la redessiner, la raffiner, la revisiter, la rendre si détaillée, que l'univers n'a plus d'autre choix que de remplir le dessin. C'est ça, la vraie discipline. Pas juste penser positivement, pas juste espérer, mais bâtir un monde intérieur si riche en clarté et en émotion, qu'il devient la fondation de ton identité. Et une fois que ton identité change, tout le reste suit. Les choix, les gens, les opportunités, tout commence à s'aligner avec l'image, à laquelle tu as déjà choisi de donner vie. Alors, si tu ne sais pas encore par où commencer, commence ici. Une image, une phrase, une émotion. Crée la vision la plus claire et la plus détaillée de la personne que tu es en train de devenir. Dis-la, écris-la, ressens-la, et laisse-la devenir plus forte que ton passé. Cette image n'est pas qu'un rêve, c'est la graine de ton devenir. Nourris-la, protège-la, et agis en accord avec elle, même si le monde ne l'a pas encore rattrapée. Parce qu'il le fera, il le fait toujours. La façon dont tu parles et la façon dont tu construis. Chaque phrase que tu dis, surtout quand tu es seul, est une instruction silencieuse donnée à ton subconscient. Et ton subconscient écoute toujours. Il ne se soucie pas de savoir si tu es prudent ou confiant. Il n'entend que le rythme de tes mots. Et commence à poser des briques en conséquence. C'est pourquoi le langage n'est jamais neutre. Il crée soit du mouvement, soit de la résistance. Chaque fois que tu dis « si ça marche », tu dis inconsciemment à ton esprit que l'échec est non seulement possible, mais probable. Et tu ouvres ainsi une porte qui n'avait jamais besoin d'être ouverte. Le doute n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour grandir. Une seule fissure dans ton langage suffit souvent à tout fragiliser. Mais lorsque tu dis « ça fonctionne », quelque chose de totalement différent se produit. Tu passes du souhait à la certitude. Non pas parce que le résultat est déjà visible, mais parce que ta posture ne dépend plus de la visibilité. Et cette posture, cette énergie derrière tes mots, c'est tout. Quand tu parles avec foi plutôt qu'avec peur, tu actives la partie de ton esprit qui résout, bâtit et s'adapte, au lieu d'attendre, d'hésiter ou de te retenir. C'est pourquoi ta voix devient ton premier acte de création. Elle n'est pas qu'un son, elle est un signal, une déclaration du type de réalité avec laquelle tu choisis de t'aligner. Beaucoup de gens parlent comme si leurs rêves étaient de lointaines possibilités. Ils utilisent des mots mous, fragiles, sans poids. J'espère que ça ira. Je vais essayer. Peut-être, si tout se passe bien. Et ils croient être humbles. Mais l'humilité n'est pas le doute de soi. C'est la force sous contrôle. Et il n'y a aucune force dans un langage vague. Il ne fait que brouiller l'esprit et troubler les eaux. Celui qui parle avec clarté, même dans l'incertitude, est déjà en train de construire ce que les autres essaient encore de définir. Ces mots posent les fondations. Ces phrases deviennent des échafaudages. Son langage fixe le ton, non seulement pour son état d'esprit, mais pour ses résultats. Ce n'est pas une question de simuler la confiance, mais de s'aligner sur ce à quoi tu t'es déjà engagé. Quand un architecte trace un plan, il ne se demande pas sans cesse « et si le toit s'effondre ?» Il dessine avec l'attente que ce qu'il conçoit sera construit. Tes mots sont ce plan. Si tu hésites en dessinant, la structure ne s'élève jamais. Mais quand tu parles avec clarté, l'esprit commence la construction immédiatement. Épictète disait « Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. » Il n'a pas dit « pense-y ». Il a dit « dis-le ». Parce que la parole n'est pas qu'un reflet de la pensée.
C'est une force qui la façonne. Celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre commence par parler comme si la perte n'était même pas une option. Cela ne veut pas dire ignorer le risque ou la réalité, mais parler à partir du résultat, pas de l'obstacle. Choisir ses mots avec la même précision qu'on utiliserait pour concevoir un pont. Car si une pièce est mal placée, toute la structure devient instable. Parle de ton objectif non comme de quelque chose que tu poursuis, mais comme de quelque chose que tu construis. Pas comme d'une idée, mais comme d'un fait en mouvement. Et quand tu fais cela, tu remarques quelque chose d'étrange. Tes émotions commencent à suivre. Tes habitudes changent. Ton environnement petit à petit se met à refléter les mots que tu as toujours utilisés. Le langage est une forme de promesse. Chaque fois que tu dis « je suis en train de le faire », même avant de voir les résultats, tu signes un contrat avec toi-même. Rompre ce contrat ne fait pas que retarder ton progrès. Cela affaiblit ta confiance en ta propre voix. C'est pourquoi le langage négligent est si dangereux. Quand tu dis souvent des choses que tu ne penses pas, ou que tu parles sans intention, ton subconscient apprend à ne plus te prendre au sérieux. Mais quand tu parles avec intention et que tu tiens parole, surtout dans les petites choses, tu commences à te croire toi-même. Et une fois que tu te crois, les autres commencent à te croire aussi. Carl Jung a un jour remarqué. Les gens ne deviennent pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la noirceur consciente. Cette noirceur, souvent, c'est notre langage inconscient. Ces habitudes de parole nourries par la peur, la culture du doute, ou les échecs passés, ces phrases répétées pendant des années, sans comprendre à quel point elles nous limitent. Faire partie de ceux qui ne peuvent pas perdre, c'est aussi examiner comment tu parles quand personne n'écoute. Tes mots renforcent-ils la version de toi qui mène, ou celle qui attend? Parles-tu de tes objectifs comme de faits, ou comme de fantaisie? Parce que la façon dont tu en parles détermine souvent la façon dont tu les poursuivras. Les mots dits avec foi ne sont pas bruyants. Ils sont stables. Ils n'ont pas besoin de convaincre. Ils confirment. Et cette confirmation devient le rythme de ta vie. Elle commence dans ton monde intérieur et s'étend vers l'extérieur, reformant la manière dont tu entres dans chaque situation. Tu marches différemment. Tu décides plus vite. Tu avances non pas avec arrogance, mais avec une direction calme et inébranlable, parce que tes mots ont déjà tracé le chemin. Tu ne fais désormais que le suivre. Alors parle comme si tout était déjà en train de se réaliser. Non pour faire semblant, mais pour t'aligner. Parle comme un bâtisseur qui fait confiance à son plan, comme un leader qui connaît sa route, même si les autres ne voient pas encore la carte. Que tes mots portent une structure, qu'ils renforcent la clarté, qu'ils soient les fondations qui te stabilisent, quand tout autour de toi semble incertain. Celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre commence par parler d'une manière qui ne laisse aucune place à la retraite. Ces mots ne plient pas sous le doute. Ils tiennent. Et dans cette tenue, le monde commence à prendre forme. N'importe qui peut être audacieux un instant. N'importe qui peut être inspiré un jour. Ou une semaine. Mais il est facile d'agir quand le vent de la motivation te pousse. Quand tout semble nouveau, plein de promesses et de possibilités. C'est facile d'avancer. Mais dès que ces vents favorables s'essoufflent, la vérité commence à apparaître. C'est à ce moment-là que la plupart des gens cherchent une issue, un moyen de justifier l'abandon, sans avoir à admettre qu'ils ont simplement renoncé. Mais celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre, n'a pas besoin du vent. Il n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il avance comme si le résultat était déjà inévitable. Alors il continue, même quand rien ne prouve encore que cela fonctionne. Parce que pour lui, la persévérance n'est pas une humeur. C'est un muscle. Quand tu as vraiment décidé, profondément, sans laisser de place au débat, la persévérance devient le rythme naturel de ta vie. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas quelque chose que tu dois te répéter chaque matin. C'est automatique, parce que c'est lié à quelque chose de plus profond que l'enthousiasme ou la motivation. C'est lié à qui tu es maintenant. La préférence disparaît dès que les choses deviennent difficiles. Mais la décision, la vraie, c'est ce qui reste dans le noir, dans le silence, quand le monde ne t'applaudit plus. Les stoïciens appelaient cela la discipline. Pas au sens moderne du mot, mais comme une forme de fidélité intérieure à ton propre chemin. C'est cette promesse silencieuse qui dit « Je ne m'abandonnerai pas », même si le monde m'offre 1000 excuses pour le faire. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Et l'une des façons les plus subtiles de perdre du temps, c'est de toujours recommencer, de sauter d'un engagement à un autre, de douter de soi à chaque petit revers, et de courir vers un nouveau départ, plutôt que de finir ce qu'on avait promis d'achever. La persistance est l'antidote à ce cycle. C'est le souffle lent et régulier.
de celui qui a cessé d'entretenir les voies d'évasion. Celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre. Ne mesure pas son progrès aux applaudissements ou aux résultats visibles, mais à son refus de reculer. Il se réveille chaque jour et retourne au travail. Non pas parce que c'est excitant, mais parce que c'est nécessaire. Carl Jung disait « Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu feras ». C'est une vérité dure, mais libératrice, car elle supprime le besoin de se justifier ou de convaincre. Tu n'as pas besoin d'en parler sans cesse. Tu montres. Tu laisses la répétition parler pour toi. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils ont arrêté trop tôt. Ils confondent la résistance avec le rejet, le retard avec un refus. Mais un retard n'est pas un nom de l'univers. C'est souvent un test, un filtre, un processus d'affinement. Ceux qui continuent malgré cela acquièrent une force que la majorité ne touchera jamais, simplement parce qu'elle n'a pas tenu assez longtemps pour l'atteindre. Et la persévérance n'a rien de spectaculaire. Elle semble ennuyeuse de l'extérieur, souvent invisible, mais c'est le pont entre la décision et la réalité. Chaque grand accomplissement que tu admires a été construit dans le silence, dans les heures où personne ne regardait, où personne n'applaudissait, où rien ne semblait fonctionner. Celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre, c'est que ces heures comptent plus que les moments de gloire, parce que c'est là que les racines poussent. C'est là que tu gagnes le droit de rester debout. Quand les autres s'effondrent, la tentation d'arrêter viendra, déguisée en raison. Elle te dira que tu es réaliste, que tu as déjà assez essayé, que ce n'était peut-être pas pour toi après tout. Mais cette voix n'est pas la vérité. C'est la fatigue déguisée en logique. Et la fatigue, elle, peut être surmontée. Tu te reposes et tu reviens. Tu respires et tu reconstruis. Tu te rappelles que renoncer n'est pas la même chose qu'être stratégique. L'un protège ton énergie, l'autre vole ton avenir. La persévérance ne veut pas dire que tu ne changes jamais. Elle veut dire que tu t'adaptes sans abandonner, que tu évolues sans disparaître, que tu plies sans te briser. Et chaque fois que tu persistes, tu renforces une vérité. Tu n'es pas quelqu'un qui commence seulement. Tu es quelqu'un qui termine. C'est là que naît la vraie confiance. Non pas en parlant de ce que tu pourrais faire, mais en sachant que tu vas jusqu'au bout. Quand tu dis oui à un chemin, tu le suis, même quand la route monte, même quand le silence s'installe, même quand rien à l'extérieur ne t'encourage à continuer. Parce que la raison vit en toi, désormais. Épictète disait « Rien de grand ne se crée soudainement ». Cela vaut pour les résultats, mais aussi pour l'identité. Devenir quelqu'un qui ne peut pas perdre ne se fait pas du jour au lendemain. C'est forgé dans le choix répété, de rester stable, de revenir au plan même quand l'élan s'est éteint, de se relever non pas avec des feux d'artifice, mais avec intention, encore et encore, jusqu'à ce que le monde cesse de poser des questions. Si tu es sérieux, la vie commence à te répondre comme si tu l'étais. La persévérance n'est pas la preuve que tu es parfait, c'est la preuve que tu as décidé. C'est le rappel quotidien que tu ne négocies plus avec le doute, que la porte est fermée et que la seule direction possible est en avant, pas rapidement, pas de manière spectaculaire, simplement en avant, encore et encore, jusqu'à ce que le résultat n'ait plus d'autre choix que d'arriver, parce que tu ne lui as jamais laissé la chance de s'échapper. Il existe un malentendu silencieux qui ruine beaucoup de gens avant même qu'il ne commence. Ils croient que la transformation se produit en un seul moment fort, une étincelle soudaine, une réalisation puissante, un éclair de motivation. Mais le changement ne fonctionne pas ainsi. La véritable transformation est lente, rythmée et souvent invisible. Ce n'est pas à propos de ce que tu penses une fois, mais de ce que tu penses encore, encore et encore. Une pensée claire et intentionnelle, prononcée avec conviction et ressentie profondément, répétée suffisamment de fois, commence à remodeler qui tu es, à un niveau que peu atteignent, pas en surface, mais au cœur. Ce que nous répétons, nous le devenons non pas en prétendant, mais en pratiquant. C'est pourquoi l'idée que la répétition est fausse est si dangereuse. Se préparer, ce n'est pas se mentir à soi-même, c'est se construire. Quand tu t'exerces à parler avec force, même si ta voix tremble, tu poses les bases du jour où elle ne tremblera plus du tout. Quand tu t'exerces à penser clairement, même si tes pensées sont confuses au début, tu entraînes ton esprit à trancher dans le bruit. Tu sculptes un nouveau rythme intérieur, un rythme qui ne cède pas à la peur, qui ne recule pas sous la pression, et qui, avec le temps, avance vers ce que tu as choisi de croire. C'est pourquoi une vision seule ne suffit pas. Une seule image de ton avenir, aussi vivante soit-elle, ne peut résister à la force de tes pensées quotidiennes si tu ne la renforces pas. Tu dois la ramener, la revoir, la fortifier, la répéter jusqu'à ce que ton système nerveux commence à la traiter non pas comme une possibilité, mais comme un souvenir.
Parce que la répétition transforme l'inconnu en familier, et le familier en automatique. Ce qui semblait fictif finit par devenir ton identité, non pas parce que le monde l'a confirmé, mais parce que tu as refusé d'arrêter de le graver dans ton esprit. Carl Jung a dit un jour, « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. » Cette partie inconsciente de toi n'est pas malveillante, elle fait simplement ce qu'elle a toujours fait, répéter le script qu'on lui a donné, encore et encore. Mais au moment où tu réalises que tu peux écrire un nouveau script, tout change, pas instantanément, mais inévitablement. Parce qu'avec la répétition, même ton inconscient devient ton allié. Et quand ton monde intérieur s'aligne enfin avec tes actions extérieures, tu avances dans la vie avec une clarté calme que la plupart ne font qu'entrevoir. La pensée contrôlée est souvent mal comprise. Certains la voient comme forcée ou artificielle, mais ce n'est pas le cas. C'est de la discipline, un retour à ton pouvoir. Tu n'es plus dispersé, tiré dans 5 directions par l'émotion, l'impulsion ou la distraction. Tu ne réagis plus à chaque bruit qui tente de capter ton attention. Tu deviens sélectif, intentionnel. Ta concentration s'aiguise, et ta vie aussi. Tu commences à remarquer combien de choses qui autrefois te consumaient ne méritent plus ton énergie. Tu deviens plus efficace, non pas parce que tu vas plus vite, mais parce que tu es centré. Mais parce que tu as cessé de gaspiller ton énergie mentale sur des choses qui ne construisent pas l'avenir que tu répètes depuis si longtemps. Cet avenir, s'il est répété avec assez de clarté et d'émotion, finit par ressembler à un souvenir plutôt qu'à une invention, et ce basculement change tout. Ta manière d'agir, de marcher, de décider. Tu ne choisis plus en fonction de la peur ou du doute, mais selon l'alignement, selon que quelque chose correspond ou non à la version de toi-même que tu as déjà décidé de devenir. Et lorsque cet alignement devient constant, tes actions semblent sans effort, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont justes. Elles t'appartiennent. Tu les as répétées. Elles te sont familières. Celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre ne compte pas sur la motivation pour avancer. Il a construit une vision si solide que la répétition seule devient son carburant. Il y revient chaque jour, non pas comme une corvée, mais comme un rituel, une recalibration. Il énonce son objectif à voix haute, revisite les détails, s'imprègne de l'émotion non pas par désespoir, mais par discipline. Parce qu'il sait que sans renforcement, l'esprit dérive. Et quand l'esprit dérive, il dérive presque toujours vers l'arrière, vers le doute, les vieilles habitudes, le passé familier. La répétition est l'encre qui te garde en mouvement quand tout le reste cherche à te tirer en arrière. Marc Aurèle, dans ses pensées, se rappelait souvent ce qu'il savait déjà, non pas parce qu'il l'oubliait, mais parce qu'il comprenait la puissance du renforcement mental. Il savait que les esprits les plus forts ne sont pas ceux qui cherchent sans cesse de nouvelles vérités, mais ceux qui reviennent chaque jour à ce qui compte le plus. C'est ainsi que la philosophie devient réelle, que la vision devient action, que la pensée devient caractère. Alors, si tu te sens loin de la personne que tu veux devenir, ne poursuis pas une révélation, pratique un plan. Exprime ta vision, affine les détails, répète-la jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à un effort, mais à un souvenir. Car plus tu répètes l'avenir que tu veux, plus il devient naturel de vivre de façon à le soutenir. Ton esprit cesse d'essayer, il commence simplement à croire. Et ce que l'esprit croit, avec clarté et constance, le corps finit toujours par suivre. Au final, ce que tu deviens est le résultat de ce que tu t'autorises à imaginer encore et encore. Une vision ressentie profondément. Une phrase répétée chaque jour. Une identité pratiquée en silence jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que le bruit du doute. Ce n'est pas un tour de magie, c'est une loi. Tu deviens ce que tu répètes, non pas parce que le monde change, mais parce que toi tu changes. Et le monde finit toujours par refléter cela. Personne ne s'élève seul, pas vraiment. L'idée de elle, autodidacte, paraît noble, inspirante même, mais si tu regardes de près chaque réussite véritable, tu y trouveras un réseau, quelques voix clés, un petit nombre de personnes qui leur ont rappelé ce dont ils étaient capables au moment où ils l'avaient presque oublié. Car la vérité, c'est que même les esprits les plus forts connaissent des instants de doute. Même les cœurs les plus déterminés ressentent la fatigue. Mais lorsque tu es entouré d'esprits alignés, de personnes qui croient en l'avenir que tu as choisi, tout change. Leur présence devient un stabilisateur, leur foi un miroir. Ils te renvoient l'image de la personne que tu es en train de devenir, même quand ta vision devient floue. Mais tous les groupes ne te renforcent pas. Certaines personnes, sans le vouloir, te détournent de ta route. Elles n'ont pas besoin d'être cruelles pour cela. Être nuisible. Certains t'affaiblissent simplement parce qu'ils traitent ta détermination avec légèreté. Ils rient quand tu parles de tes rêves à voix haute. Ils interrompent ta concentration avec des distractions déguisées en bonnes intentions. Et peu à peu, si tu n'y prends pas garde, ton tranchant s'émousse, ta clarté s'efface, non pas parce que tu as perdu ta vision,
mais parce que tu es resté trop longtemps dans des lieux qui ne t'obligeaient plus à t'en souvenir. Quand tu partages tes objectifs avec des gens qui ne t'y tiennent pas vraiment, tu risques d'abaisser tes propres standards simplement pour t'adapter à l'ambiance. Carl Jung a dit, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. C'est ça, l'alignement. Pas simplement bien s'entendre, mais évoluer ensemble. Tu n'as pas besoin de battage, ni de gens qui t'applaudissent depuis les gradins. Tu as besoin de compagnons de route, des co-bâtisseurs. Ceux qui ne se contentent pas de célébrer ton progrès, mais qui relèvent aussi tes dérives. Ceux qui te rappellent qui tu as dit vouloir devenir, surtout les jours où tu préférerais l'oublier. Les bonnes personnes ne cherchent pas à contrôler ton parcours, elles refusent simplement de te laisser te mentir à toi-même. Leur foi en toi ne repose pas sur le confort ou la commodité, elle s'est forgée dans le même feu que celui que tu traverses. C'est ce qui la rend puissante. Tu regardes autour de toi et tu vois que tu n'es pas seul à tenir la ligne, pas seul à continuer d'avancer. Rien que ça te rend plus fort. Quand la discipline vacille, l'alignement te soutient. Vous vous prêtez mutuellement votre force quand elle faiblit, et vous la rendez quand vient votre tour. Ce renforcement mutuel n'est pas seulement pratique, il est sacré. Sénèque a écrit, « Fréquente ceux qui sont susceptibles de t'améliorer. » Mais il n'a jamais dit qu'ils devaient être nombreux. Même deux esprits alignés peuvent avoir la force de 20 esprits divisés. L'harmonie compte plus que la quantité. Une seule personne dont les valeurs correspondent à ta direction vaut plus que 100 voix superficielles. La taille du groupe importe peu, c'est la clarté du lien qui compte. Il ne s'agit pas d'être entouré, mais d'être soutenu. Voilà pourquoi tu dois choisir avec soin, car la proximité est une forme de pouvoir. Tu absorbes le rythme des gens les plus proches de toi, que tu le veuilles ou non. S'ils vivent dans le doute, tu commenceras à douter. S'ils se moquent de la discipline, tu relâcheras la tienne. S'ils ne se défient jamais eux-mêmes, ils ne te défieront pas non plus. Tu commences à rétrécir, non pas parce que tu as changé d'avis, mais parce que tu as changé d'environnement. Et l'esprit finit toujours par se modeler sur son environnement avec le temps. C'est pour cela que les esprits alignés sont essentiels. Ils ne t'aident pas seulement à grandir, ils protègent ta direction. Ils créent une sorte de gravité mentale qui te garde centré quand la vie t'attire dans 1000 directions. Tu n'as plus besoin de justifier ton intensité. Tu n'as plus à t'excuser de vouloir plus. Dans le bon cercle, ton ambition n'intimide pas, elle inspire. Ta discipline ne t'isole pas, elle relie. Ta vision ne te rend pas différent, elle te rend compris. Marc Aurèle avertissait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Mais ce ne sont pas seulement tes pensées qui colorent ton âme. Ce sont aussi les gens que tu laisses entrer dans ton cercle intérieur. Les personnes que tu invites dans ton espace sont comme des gouttes d'encre dans l'eau. Elles se mélangent à ton énergie, à tes habitudes, à ta perception de toi-même. C'est inévitable. Ce qui ne l'est pas, c'est qui tu choisis de laisser entrer. Et cette décision-là, elle t'appartient entièrement. Alors sois intentionnel. Choisis des personnes dont la présence t'affûte. Des gens qui prononcent ton nom dans des pièces où tu n'es pas. Qui te parlent comme si tu étais déjà devenu la personne que tu es en train de construire. Non pas pour te flatter, mais parce qu'ils voient ta trajectoire avec clarté. Ils insufflent de la vie à ta vision. Ils lui laissent de l'espace. Ils ne te laissent jamais l'oublier. Ce ne sont pas des relations ordinaires, ce sont des ancres. Et quand tu les trouves, quand tu bâtis ce cercle, tu ressens le changement. Tu avances avec plus de certitude. Tes objectifs te paraissent plus lourds dans le meilleur sens du terme. Tu cesses de chercher la motivation, parce que tu as trouvé l'élan. Tu te réveilles entouré de personnes qui te rappellent à ton moi supérieur. Et c'est l'une des forces les plus puissantes sur Terre. Parce que lorsque des esprits alignés avancent ensemble, ils se multiplient. Une seule vision devient plus forte. Un seul doute devient plus léger. Et en avant devient la seule direction possible. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de résonance. C'est le fait de te tenir aux côtés de gens qui, sans un mot, te rappellent que tu n'es pas seul dans ta discipline, ta vision, ni dans ton évolution. Et lorsque le monde devient bruyant, que ton esprit se fatigue, ce sont ces gens-là, les alignés, qui te stabilisent jusqu'à ce que tu puisses à nouveau te stabiliser toi-même. Quand tu commences à vivre comme si c'était déjà à toi, quelque chose de subtil mais de puissant prend racine. Tu cesses de poursuivre les choses par manque, et tu commences à agir depuis un espace de certitude tranquille. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu ne cherches plus l'autorisation de croire, tu as déjà choisi de croire. Et désormais, tes actions, ton ton et ta présence le reflètent. Tu entres dans les pièces sans t'expliquer. Tu parles sans chercher la validation. Tu cesses de prouver et tu commences à devenir. Parce que quelque chose dans ta posture dit « J'ai déjà arrivé », même si la destination n'est pas encore visible. Ce n'est pas du faux semblant.
Ce n'est pas une confiance forcée ni une positivité jouée. C'est la pratique de la présence réelle, celle qui naît du fait de t'ancrer dans une vérité que tu as décidé de vivre, bien avant que quiconque ne la reconnaisse. Tu n'agis plus comme quelqu'un qui cherche à mériter son futur. Tu agis comme quelqu'un qui le porte déjà. Et quand tu fais cela, le monde commence à s'organiser autour de toi. Non par magie, mais parce que la clarté a une gravité. Quand tu sais qui tu es et que tu marches dans cette connaissance, les gens réagissent différemment. Des portes s'ouvrent, les conversations changent, les résistances s'affaiblissent. Et quand tes actions commencent à refléter ta conviction intérieure, tu cesses de vivre en bordure de ton potentiel. Tu y entres pleinement. Tu parles avec moins de bruit. Non parce que tu veux être discret, mais parce que ta certitude n'a pas besoin de volume. Tu n'as plus besoin de convaincre, ni d'expliquer. Ton énergie devient la preuve. Et cette preuve a plus de pouvoir pour modeler le monde autour de toi que n'importe quel argument. Vivre comme si c'était déjà à toi ne veut pas dire ignorer la réalité. Cela veut dire choisir de voir au-delà. Tu es conscient des défis, tu reconnais l'écart entre le présent et le futur. Mais tu ne règles plus ton comportement sur cet écart. Tu le règles sur ton objectif. Tu commences à prendre des décisions non plus à partir de tes circonstances actuelles, mais à partir de ton toi futur. Que choisirait-il? Comment agirait-il? À quoi dirait-il oui? Ou à quoi renoncerait-il sans hésiter? Ce simple changement de perspective réécrit toute ton approche de la vie. Et quand tu commences à vivre à partir de cet état d'esprit, le désespoir disparaît. Tu cesses de t'accrocher, tu n'as plus besoin que tout arrive immédiatement parce que tu sais que ça vient. Tu l'as déjà revendiqué dans ton esprit, et maintenant ton seul rôle est d'agir comme quelqu'un qui s'y prépare, non comme quelqu'un qui le supplie. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Quand tu avances comme si c'était déjà à toi, les obstacles ne t'arrêtent pas, ils te façonnent. Ils deviennent une partie du processus, plutôt qu'une preuve que ça ne marche pas. Les gens pensent souvent qu'ils ont besoin de plus de temps, de plus de preuves, de plus de soutien avant de pouvoir passer à leur niveau supérieur. Mais la plupart du temps, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de la permission d'eux-mêmes, le courage d'arrêter d'attendre qu'un facteur extérieur justifie un changement. La volonté d'incarner un nouveau standard, même si le monde ne l'a pas encore compris. C'est là que commence le pouvoir, non pas dans le contrôle des autres, ni dans la contrainte des résultats, mais dans la maîtrise de ton état intérieur, de tes réactions, de ton attention et de ton intégrité. Quand tu vis comme si tout était déjà accompli, chaque moment devient une partie du déroulement, pas une audition. Tu ne doutes plus de ta place, tu te présentes et tu construis. Tu ne demandes plus si tu es suffisant, tu agis d'une manière qui honore le fait que tu le es déjà. Ce changement est subtil mais sismique, et avec le temps il transforme la manière dont les autres te perçoivent. Tu n'as plus besoin de forcer l'attention, tu l'attires. Non pas en la réclamant, mais en incarnant quelque chose que les gens ressentent sans toujours pouvoir l'expliquer. Sénèque a dit un jour, la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Mais quand tu vis comme si c'était déjà à toi, tu n'attends pas la chance, tu crées les conditions pour que l'opportunité devienne naturelle. Ta préparation n'est pas aléatoire, elle est précise, parce que tu sais déjà où tu vas. Et maintenant, tout ce que tu fais reflète cette destination. Tes habitudes deviennent plus nettes, ton discours plus précis, ta présence plus forte. Et les gens commencent à te traiter comme la personne que tu es en train de devenir depuis toujours. Vivre depuis cet espace ne demande pas la perfection, cela demande de la constance, la volonté de revenir à ta vision chaque jour et d'agir en conséquence. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu as déjà décidé. Tu marches différemment, parce que tu portes en toi quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui semble déjà réel. Et cette réalité intérieure finit par plier les circonstances extérieures. C'est la force tranquille de ceux qui deviennent inébranlables. Ils n'attendent pas que les conditions soient idéales pour vivre comme leur moi le plus élevé. Ils apportent ce moi élevé dans des conditions imparfaites et les transforment. Leur énergie est la force qui transforme les lieux, pas une réaction à ce qui s'y trouve déjà. Et cette énergie, elle se cultive, elle n'est pas héritée. Elle se pratique, elle n'est pas offerte. Alors, si tu veux agir comme si tu ne pouvais pas perdre, commence par te présenter comme si la victoire était déjà écrite. Tiens-toi debout comme si le sol sous tes pieds avait été conçu pour soutenir ton succès. Parle comme si tes mots avaient déjà du poids. Travaille comme si ta vision dépendait de toi, parce que c'est le cas. Quand tu commences à vivre comme si tout appartenait déjà, le monde ne peut s'empêcher de réagir. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as enfin cessé de douter de ce qui est déjà en toi. Tu ne demandes plus, tu n'attends plus, tu ne cherches plus à prouver. Tu deviens. Et tout le reste finira par s'aligner. Le moment où tu commences à vivre comme si tu ne pouvais pas perdre.
Le monde ne décide plus qui tu deviens, toi, tu le décides. Pas un jour, pas quand ce sera facile, mais maintenant. Laisse cette décision résonner dans tout ce que tu fais à partir de cet instant. Si ces mots ont touché quelque chose de vrai en toi, il y a une autre étape qui t'attend. Regarde l'une des vidéos à l'écran. Et continue de construire la vie qui t'appartient déjà. Merci d'avoir marché sur ce chemin avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite du voyage.